Salut Yvan. Salut Marc. Yvan Quérin-Appa. Tu es l'homme de Animaux Mode d'Emploi, Instagrammeur, YouTubeur. Tu pèses, alors j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais plus de 400 000 abonnés sur YouTube Ouais. et à peu près autant sur Insta. Non, sur Insta, c'est beaucoup moins. C'est 165 000, je crois. Les chiffres fluctuent énormément entre les vraies personnes et les bots. Mais je suis pas après, je t'avoue, je m'en fous un peu. Bon, tu es un jeune mec de 32 ans qui est une sorte d'Indiana Jones des temps modernes aux yeux bleus, couturé de cicatrices. Tu es habillé comme Indiana Jones, on y reviendra. J'ai oublié comment je schlag. Avant tout simplement de mieux te connaître, on a la chance aujourd'hui d'avoir un équipier de Baleine sous Gravillon. On a Bastien Malémon. Salut Bastien. Salut Marc, salut Yvan. Yvan, je précise qu'on se connaît déjà. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'on se suit l'un l'autre. Et on a un grand ami en commun. Ouais. Et on va tout de suite dire son nom. Il s'appelle Alain Moussu. Moi, je voudrais vraiment saluer de toutes mes forces. Là, Alain, si t'écoutes ce podcast, je t'embrasse et tu me manques beaucoup. J'adorerais qu'on reparte en aventure ensemble. Alain Moussu, c'est un vétérinaire. Il exerce plus comme vétérinaire. Il a créé VPB. C'est quoi VPB ? VPB, c'est Vétérinaire pour la biodiversité, qui vise à promouvoir le naturalisme chez les jeunes vétérinaires, surtout chez les jeunes, plus que les praticiens qui sont déjà en poste depuis longtemps, pour faire en sorte que les vétérinaires puissent développer leur sens du naturalisme. Et tu l'as dit avec beaucoup de gentillesse. Il y a 20 000 vétérinaires en France, 12 000 praticiens, 8 000 qui sont dans différents bureaux, etc. Et moi, c'est vrai que parfois, je me frite avec certains vétérinaires pour qui j'ai le plus grand respect. J'ai plein d'amis vétérinaires. Mais je rappelle souvent que les vétérinaires pourraient en faire plus, en effet, pour le vivant sauvage. Je rappelle qu'en France, il y a moins de 150 personnes qui sont salariées pour prendre soin du vivant sauvage en détresse. Ce qui paraît ridicule par rapport aux 12 000 praticiens, majoritairement pour les chiens et les chats. C'est ça que je dis. Je dis pas autre chose. Bien sûr qu'on a besoin des vétérinaires et on aimerait bien que ne serait-ce que dans tous les cabinets, il y ait des incitations, il y ait des dépliants, il y ait des choses qui soient faites, dites, sans que ça leur prenne trop de temps pour embrayer. Il y a une 6e extinction de masse en cours. Et en gros, ce qu'essaye de faire Alain, c'est de les motiver pour qu'ils rejoignent un peu le mouvement pour faire leur part, tout simplement. C'est ça. En fait, on est face à une énorme question qui se pose aujourd'hui et on va surtout parler pour le territoire national, pour la France, parce que parler des autres pays, pour moi, ça n'a aucun sens. On pourra peut-être en parler pour des comparaisons bien spécifiques, mais on se concentre d'abord sur le territoire français. Il y a un manque cruel de démarches naturalistes. Et même d'intérêt naturaliste. Et en fait, on va en parler peut-être après de ce que c'est qu'être naturaliste, l'âme naturaliste. Parlons-en tout de suite. Ok. Tu peux être biologiste, d'accord, avoir fait une thèse sur des grenouilles et travailler toute ta vie sur des grenouilles, donc c'est de la biologie, tu peux avoir fait de la biologie moléculaire, donc en soi de la zoologie, mais ne pas être naturaliste. Et inversement, tu peux être naturaliste sans avoir fait de thèse sur les grenouilles. Qu'est-ce que c'est qu'être naturaliste ? Naturaliste, c'est une démarche. C'est une démarche personnelle qui est une curiosité intrinsèque du vivant. Par défaut. C'est-à-dire que c'est quelque chose Qui est chevillé au corps. C'est quelque chose qui est vraiment indépendant de ta profession. C'est quelque chose qui est complètement indépendant de ta profession. C'est une démarche qui est purement personnelle. Toi, est-ce que tu as fait des études qui font qu'aujourd'hui, tu es ce passionné du vivant avant tout, avant d'être l'Indiana Jones dont on parlera tout à l'heure ? Je suis allé en licence, mais je ne suis pas allé jusqu'au master. Je voulais pas aller jusqu'au master, je voulais pas avoir de formation académique, parce que je ne voulais pas être attaché ni à un organisme, ni à un laboratoire de recherche, ni à un muséum. Je voulais pas. Je voulais être complètement 100% libre, et surtout, je voulais être capable de développer un discours personnel qui ne dépende pas d'un discours un peu avec les formes académiques, sculpté par l'académie. Alors, quand on a préparé l'émission, tu m'as livré 2-3 grandes phrases, grandes citations qui sont quasiment les 3 ou 4 pattes du tabouret de vie sur lequel tu es assis. L'une d'elles, c'est dramatique, 3 petits points. De devoir justifier de l'intérêt d'une espèce ou l'utilité d'une espèce dans un écosystème pour s'y intéresser. C'est ça être naturaliste. C'est ça être naturaliste. Finalement. Bon. C'est avoir la capacité de mettre la même énergie de passion et la même curiosité, le même amour pour le vivant dans un moustique, dans une plante d'appartement que dans un champignon, une petite bactérie, la puce de ton chien qui est en train de te monter sur le bras. Et le panda géant. Et le panda géant, voilà. Un panda géant qui est une espèce charismatique, encore une notion d'écologie qu'on pourra peut-être aborder parce que ça touche... Comment ça fonctionne et pourquoi il y a beaucoup d'autres espèces qui en souffrent. Yvan, je suis obligé de te poser cette question, et c'est une question qui me décontenance à chaque fois qu'on me la pose, y compris dans des émissions, à la télé ou à la radio. C'est d'où te vient ton intérêt pour les animaux, pour le monde vivant ? Moi, je suis né comme ça, et il y a de fortes chances que toi aussi. Ouais. Mais je te pose quand même la question,
Comment est né cet intérêt chez toi? Quels sont tes premiers souvenirs naturalistes? Ah putain. C'est marrant parce qu'en plus, moi, j'allais te poser la question. Je dis, toi, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens Non. de tes premiers souvenirs? Je me souviens de mes premières grandes joies que j'ai racontées, devant par exemple le fait de capturer des tritons ou des têtards, d'en faire l'élevage chez moi, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Mais c'est un truc dont on reparlera avec toi. C'est-à-dire que j'ai un peu honte finalement d'être passé par cette phase de tripotage et d'en être arrivé aujourd'hui à une phase de pure contemplation. On l'a tous fait, Marc. Voilà. Toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui, de loin ou de près, avec les animaux, et les premiers peut-être aujourd'hui qui sont au Muséum d'Histoire Naturelle et qui font la promotion de juste l'observation par le regard et sans le toucher, ont peut-être fait des élevages de gendarmes, d'escargots, de lézards, de tritons, de grenouilles, à foison, à les faire crever dans des petites boîtes parce que t'es gamin, t'as 4 ans, t'as 5 ans, tu sais pas, tu les mets dans tes poches, ta trousse, et c'est comme ça, et juste parce que ça te passionne, et comme t'es un gamin, tu sais pas faire les choses, et pourtant t'as cette envie de t'imprégner de ton environnement. Donc on est tous passés par là. On a tous eu envie d'attraper des lézards, parce que c'est génial d'attraper des lézards, parce que c'est fascinant, parce qu'on a tous eu envie de toucher un escargot, d'aller chez la tante du coin, ou j'en sais rien, d'aller à une mare. Moi j'ai grandi en banlieue, tu vois, donc les mares que j'avais, c'était souvent chez les amis de la famille ou la famille. Et quand tout le monde était en plein repas ou quand il fallait faire la fête, moi j'avais 5 ans, 6 ans, et je passais peut-être 12 heures par jour à juste attendre que la grenouille sorte de la mare pour venir se thermoréguler sur une tache de soleil et que je puisse l'attraper. C'était vraiment ça. Et aujourd'hui, quand tu regardes les gamins qui aiment les animaux, et t'as l'impression qu'ils sont violents avec, tu sais, il suffit que t'aies un chien, par exemple, les chiens et les chats, tu vois, des gamins, ils vont jusqu'à serrer très fort les chiens, jusqu'à leur faire mal, leur arracher les poils. Mais c'est pas de la méchanceté, ça. Au contraire, c'est de l'amour pur et dur. C'est tellement génial que je voulais crash, tu vois. C'est quelque chose qui vient, qui est en toi. C'est quelque chose que tu maîtrises pas. Donc, forcément, l'âme naturaliste, chez moi, je pense que c'est depuis toujours. Je suis né avec. Certes, mes parents, surtout mon père plus que ma mère, parce que c'est mon père qui avait ce côté naturaliste plus que ma mère, même si ma mère a toujours respecté le vivant. Mais c'est mon père qui a ce côté naturaliste plus que ma mère, qui m'a aidé et qui m'a orienté et guidé sur comment le considérer. En fait, il m'a drivé et il m'a recadré. Je rappelle que tu as 32 ans, moi j'ai plus de 50 balais. Plus de 50 de balais? Ouais, moi j'ai plus de 50 balais. Je les fais pas, hein. Bah non, la vache. On a la chance d'avoir Bastien qui fait partie de l'équipe de Baleine sous Gravillon qui a 22 balais. Même question, Bastien, quels sont tes premiers souvenirs qui sont sans doute plus frais que les nôtres? Bah, j'avoue que moi, j'ai pas été autant dans la manipulation quand j'étais petit, je pense. J'étais déjà plus dans la contemplation. En fait, pour moi, j'ai toujours aussi été intéressé par la nature, mais les premiers vrais souvenirs, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas certaines espèces, par exemple les cafards ou les souris, alors que moi, je trouvais ça tout autant intéressant que tout le reste. C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, Yvan. Moi, les moustiques, j'adore ça. Les mouches, je trouve ça fascinant de les regarder quand même. Enfin, j'ai beaucoup d'appréciation pour les animaux et les plantes que les gens ne regardent pas ou n'aiment pas. Tu vois, ça c'est quelque chose qui a été peut-être l'un des éléments déclencheurs de ma prise de décision de vouloir créer une chaîne sur les animaux. C'est-à-dire que je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas de logique sur le fait d'aimer le vivant. C'est-à-dire que j'ai grandi en entendant systématiquement des « Ah ouais, non, moi j'adore les animaux. Ah, mais moi je travaille en zoo, j'adore, je veux bosser avec les félins toute ma vie. Non, je veux bosser dans le parc Kruger. Mais, ah non, les araignées, je peux pas. » Ou alors, ah non, les guêpes, les moustiques, ah, les sangsues, ah, les lézards, non, ça me dégoûte. Ah, les requins, j'aime pas. Et en fait, je me dis, mais du coup, est-ce qu'on aime les animaux pour ce qu'ils sont? Ou est-ce qu'on les aime pour ce qu'ils représentent? Et en fait, c'est juste ça. Je me suis dit, mais attends. Quel est le discours? Quelle est la démarche à suivre? Je suis au courant qu'il n'y a pas de méthode de comment vivre sur Terre. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi de comment vivre sur Terre. Ça aurait été sympa qu'il y ait une planète à côté sur laquelle il y ait de la vie, une autre civilisation, et que se dise, hey, regardez, planète Terre, nous, on vit vachement bien. Ce serait super qu'avec les mêmes paramètres, vous viviez de la même manière. Non. On est une espèce jeune, il n'y a pas de mode d'emploi, on doit évoluer sur une planète où on apprend, où on pense même avec un gros syndrome de Kruger, c'est-à-dire penser qu'on sait, croire qu'on sait, même être persuadé qu'on sait. C'est drôle, sachant qu'on s'appelle Homo sapiens sapiens, donc hominidé qu'il sait qu'il sait. Ce qui est bien, c'est ce qu'il sait rien. Mais voilà, donc on est une espèce jeune et on fait des tests. Donc je comprends, et il faut déculpabiliser les gens, à mon sens, d'avoir envie de faire des tests. D'accord? D'avoir envie de faire des essais. C'est une chance qui nous est donnée, d'être capable de faire des erreurs, c'est magnifique.
Donc forcément, on fait des choix, il faut les assumer. Et effectivement, le fait de choisir un animal, de l'aimer, et puis de ne pas aimer tous les autres, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Du coup, c'est quelque chose qui soulève une question, c'est pourquoi on aime les animaux ? Est-ce qu'on les aime pour nous ? Ou est-ce qu'on les aime, juste ? Yvan, tu me connais, une de mes grandes phrases, c'est « le diable vit dans les détails ». Donc, vu que je te considère, et avec tout l'amour et l'amitié, tu le sais, comme un petit frère par l'âge, mais par un tellement grand naturaliste et qui m'a appris tellement de choses, et ton succès fait qu'on a beaucoup de leçons à apprendre de toi à Baleine-sous-Gravillon. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça, moi ? Mais tu as dit qu'on était une espèce jeune, et c'est très juste. Homo sapiens n'a que 300 000 ans. Avec tout ce qui va avec, j'ai raconté ça dans Les pionniers de l'évolution dans la série de France Culture. C'est vrai, 300 000 ans, c'est jeune pour une espèce, tu as eu raison de le signaler. Tu parlais de l'effet Kruger, dont la représentation est célèbre, c'est-à-dire quand on commence à savoir des choses, ça part tout de suite en flèche et on a l'impression de posséder un sujet, et ça arrive à un point ridicule où en fait on se rend compte qu'on ne sait rien, et là ça redescend, et ça, cet effet-là, ça s'appelle l'effet Dunning. Ah, c'est l'effet Dunning, c'est Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, il y a les deux. Oui, et juste pour le Dunning, je voulais rajouter. Ah, t'as bien fait. Non mais c'est ça, c'est l'effet Dunning-Kruger, effectivement. On atteint une sorte de palier qui s'appelle le sommet de l'ignorance, et après s'être rendu compte qu'on ne sait rien, dans des circonstances peut-être qu'on pourra raconter l'un l'autre, hein, parce qu'on en est tous victimes, moi comme toi évidemment, et sans doute Bastien aussi, et ben ça retombe dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité, et après il y a le vrai savoir qui se consolide lentement. C'est ça la fameuse courbe de Dunning-Kruger, et c'est drôle parce qu'on en parlait hier soir avec Marie-Juliette, une autre équipière de Baleine-sous-Gravillon. Yvan, il faut qu'on avance, on a tellement de choses à partager et à écouter de toi. J'ai envie de passer en revue les grandes dates fondatrices de ta vie. Je rappelle que tu as 32 balais, tu as dit tout à l'heure que tu étais né en banlieue parisienne, mais tu as un nom qui est très breton, Yvan Quérin, ça s'écrit Quéreun, K-E-R-E-U-N, et après il y a APA, A-2-P-A. Alors, tu connais mon goût pour l'étymologie, et toi aussi, il se trouve que tu l'as, ce qui ne nous rend pas moins frères, d'ailleurs. Non, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, Marc. Ça me fait vraiment kiffer, parce que l'étymologie, c'est pas une science qui passionne beaucoup de gens, et pourtant, qu'est-ce que ça m'a appris ? Et quand vous connaissez l'étymologie des noms scientifiques, mais tout vous paraît tellement plus clair. Et c'est une vraie convergence, parce que moi, c'est un truc qui m'est venu en faisant mes émissions, et il y a fort à parier que toi aussi. Enfin, il n'y en a pas un qui a copié l'autre, d'évidence. Moi, ça a commencé avec les dinos, quand j'étais tout petit. Comme beaucoup de gens qui aujourd'hui sont passionnés par le vivant, ont joué ou ont été fascinés par les dinosaures. Oh putain, qu'est-ce que j'ai kiffé. Ouais, bah vas-y, on va en passer 2-3 en revue. Stégosaure, tyrannosaure. Triceratops, le Tyrannosaurus Rex, le Diplocolus, le Spinosaurus, l'Edmontosaure, le Mutaburrasaure, les Brontosaures, je pourrais vous en citer des plein. L'Erythmochelis, ah non, c'est pas un dinosaure ça. L'Erythmochelis, c'est une tortue actuelle. Oui, c'est imbricata. Je suis un ouf. Oui, c'est la tortue imbriquée. Ouais. Exact. Ouais. Une des 7 espèces de tortues marines. Exactement. Yvan, allez, on a promis de commencer à passer en revue les dates importantes de ta vie. On a évidemment un peu préparé ça en amont. Tu m'as signalé que 2012 était la première date dont tu avais envie de parler. Et immanquablement, il y a une phrase qui me vient. C'est une citation que j'adore. C'est « On a tous 2 vies. La seconde commence dès qu'on s'est rendu compte qu'on n'en a qu'une. » Je crois que moi, ma seconde vie, elle est peut-être en train de commencer maintenant, tu vois. Mais il y a eu un premier à-coup en 2012. En gros, c'est là que je voulais t'amener. C'est en fait, en 2012, ça a été juste la confirmation que j'étais peut-être fait pour ça. C'est-à-dire, vas-y, raconte. En fait, j'ai eu une période scolaire assez tumultueuse. C'est-à-dire que, tu vois, je choisissais mes matières comme les gens choisissent les animaux qu'ils aiment. Tu vois, c'est tout bête, mais j'avais des affinités pour, ce qui est bizarre, mais pas pour les sciences. J'avais des affinités particulières pour la littérature, pour l'art, pour tout ce qui touche le domaine des sens. Et en fait, au lycée, j'étais déjà persuadé qu'il y avait 2 types d'intelligence. Donc j'avais 16, 17, 18 ans. Et je me souviens parler de ça à une collègue, une camarade de classe qui galérait de ouf. Christelle, elle s'appelait. Et on était juste avant le cours de maths, donc c'était en première. Elle pleurait parce qu'elle disait qu'elle n'arrivait pas en maths. Elle n'y arrivait pas. Et donc elle était dépitée. Et moi je lui disais, mais tu sais Christelle, c'est pas grave si t'arrives pas en maths. Je dis, c'est pas parce que ça veut pas dire que t'es pas intelligente. Ça veut pas dire que t'es con. Si t'arrives pas en maths, c'est parce que c'est peut-être pas... T'es pas faite pour ça. T'es peut-être pas faite pour ça. Je dis, il y a 2 types d'intelligence. Et je lui ai dit ça pour la première fois de ma vie. Je lui ai dit, il y a 2 types d'intelligence. Comme si c'était factuel, comme si c'était sûr, tu vois. Je dis, il y a l'intelligence cérébrale et il y a l'intelligence viscérale.
Il y a l'intelligence algorithmique, la capacité à faire des calculs, et puis il y a ton intelligence émotionnelle, l'intelligence que tu as au fond de toi, tu sais, qui est beaucoup plus instinctive que calculatrice. Je dis, toi, tu dessines. Toi, t'aimes regarder quand t'es dans la cour de récré, t'aimes écouter le chant des oiseaux, regarder les arbres. Je te vois quand t'es assise dans l'herbe à écouter ton MP3 avec ton sac et que tu t'écris dans tes bouquins ou que t'écris je sais pas quoi. Enfin, donc, je pense que t'es plus faite pour ce type d'intelligence-là. Et donc, moi, j'étais persuadé de ce truc-là, donc j'étais peut-être un peu plus dans la lune au lycée. Et donc, je me suis dit, vas-y, Osef, j'ai 18 ans, j'ai toujours eu envie de partir, je m'étais toujours un peu imaginé ou fantasmé comme étant un gars de l'aventure, alors que j'étais allé que en Italie, tu vois, vu que... Entre parenthèses, tes parents, ils faisaient quoi? Et est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors, Enfin, ouais, en ouais. gros, l'influence de ta famille en 2 phrases. Oh, mes parents, mes 2 parents sont infirmiers libéraux. J'ai été beaucoup élevé quand j'étais petit par mes grands-parents, du côté de ma mère. Et j'ai été pourtant très proche aussi de mes grands-parents du côté de mon père. Et j'ai 3 frères et sœurs. J'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus que moi. J'ai un premier petit frère Qui fait quoi elle... En gros, ils sont un peu dans le vivant, autour du vivant? Pas du tout. Pas du tout. Ma sœur, elle a fait master biologie, mais elle s'est complètement réorientée. Elle est passée à autre chose. Elle veut vivre une vie paisible à écrire en écriture de romans. Voilà. Son prénom? Elle s'appelle Lucie. Elle a écrit un bouquin déjà? Et elle est en train, ça fait 10 ans qu'elle écrit un bouquin. On connaît le titre? Non, pas encore. Ça fait 10 ans qu'elle est dessus. Elle a écrit le lore et tout. Enfin, c'est un truc un peu colossal qu'elle. Mais voilà, elle avait envie de se concentrer là-dessus. Et mon premier petit frère, donc Louis, lui, il a fait les cours Florent. Il a fait son école de comédie. Il est allé jusqu'au bout de ce truc-là. Et après, lors d'un voyage au Maroc, une expédition plutôt, une mission donc pour un IMO mode d'emploi pour mon travail que j'ai organisé A posteriori. a posteriori, là, il n'y a pas si longtemps que ça, Louis a rencontré le directeur de la Perle aux Oiseaux qui est à Marrakech, qui est devenu aussi un très, très bon ami à moi. Et comme c'est un refuge et un centre de réintroduction et de réhabilitation en banlieue de Marrakech, et qu'on a vachement sympathisé, il lui a dit « Mais viens !» Les 2 sont devenus super potes, en fait. Mon petit frère et Selim, le directeur, ils sont devenus super potes. De la ferme aux oiseaux ou de la perle? La Perle aux Oiseaux. La perle aux oiseaux. La Perle aux Oiseaux, ouais. Que je vous invite à aller voir, ou même postuler pour soit faire du bénévolat, soit être soigneur là-bas, parce qu'ils ont vraiment besoin d'un coup de main. Et ils ont sympathisé, donc mon petit frère s'est retrouvé à travailler dans la réintroduction et la réhabilitation d'espèces au Maroc. Voilà. Et il en manque un? Et Thomas qui est toujours en études, peut-être qu'il se cherche un petit peu en ce moment, mais voilà, il est toujours en études, il a 22 ans. Bon, alors on en revient à la date importante. 2012, c'est le départ en Nouvelle-Calédonie. Tu ne nous en as toujours rien dit. Voilà, donc en fait, comme j'étais un peu sensible au lycée et que moi j'avais déjà fantasmé sur une vie de voyage et une vie d'expérience riche, je me suis dit où est-ce que je peux partir le plus loin de la France. T'avais 18 ans. Et j'avais 18 ans. Tu pars en Et Nouvelle-Calédonie. du coup, je pars en Nouvelle-Calédonie comme ça, alors que je suis encore au lycée, je suis en train de passer je crois que c'était l'année du bac. Donc t'as pas fait ton bac. Ah, alors ça c'est encore une autre histoire ça. Mon bac je l'ai, hein, mais je l'ai pas eu dans les normes. Donc je pars là-bas et en fait je prends une claque. Première fois que je me retrouve aussi loin de chez moi. Mais t'es parti avec, comme on dit, avec ta bite et ton couteau ou Je suis parti solo, j'ai pris T'avais un l'avion. point de chute J'avais un point de chute, mais je suis parti seul. Et en fait, mon cousin vivait là-bas. Et après, j'ai fait ma petite vie tranquille. Et je suis rentré, quoi. T'es resté combien de temps? T'as vu quoi? Je suis resté 1 mois. J'ai vu des caretta, mais je crois les plus grosses de ma vie. Caretta, c'est les tortues kawan. Ouais, c'est les tortues grosses têtes qu'ils appellent là-bas. Tortues grosses têtes. D'accord. J'ai vu les premières tribus. J'ai été en tribu donc avec les Kanaks. Pour la première fois, je me suis imprégné d'une culture locale, en fait, qui est quand même très très forte en Nouvelle-Calédonie. La culture kanak, elle est très puissante, elle est très belle, elle est très riche. Elle s'expanse même jusqu'au Vanuatu, hein, avec les îles Loyauté. Il y a la coutume à l'entrée de chaque tribu pour se présenter. Donc tu donnes un petit billet, puis un bout de tissu. Tu es obligé, tu passes par là, et donc tu rencontres les chefs. C'est très puissant. Donc j'ai pris une claque, moi, psychologique là-bas. C'est un peu Moana, quoi, ce que tu racontes, en étant là. Je l'ai pas vu. Ah, Je l'ai pas vu parce que je suis pas un grand fan des nouveaux Disney là. ok. Mais t'es un fan des anciens? Je suis un grand fan des ceux qui sont faits avec du vrai dessin. Tu seras ravi de savoir qu'on a fait une série sublime sur comment sont présentés les animaux dans les séries Disney. Oh putain, c'est pas vrai. Avec dans qui Balsou Gravion. Bah, avec justement Marie-Juliette, qui me tarde de te présenter, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, Ok. qui habite à Brest. Mais attends, Marie-Juliette, elle était pas à Paris elle a pas fait à Sorbonne? Non. Non. Non, parce que j'ai ma meilleure pote
Maëlie Pichard, qui a bossé avec Sabrina Krief sur les éléphants et les primates, qui est une pote d'enfance. Et en fait, effectivement, ils ont étudié ça, la représentation des animaux dans les Disney, et comment ça a complètement foutu en l'air tout un tas de choses, quoi. Comment on sait... Ah, c'est intéressant. Bah, tu me passeras le numéro de cette... je redis pense son que ce nom. serait Maëlie Pichard. Maëlie Pichard. Ah ouais, je pense qu'elle serait... On va parler avec elle. Recentrons-nous, mon cher Yvan, tu es pire que moi au niveau du respect de la ligne, mais c'est tant mieux, sur les dates qui t'ont construit. On va en reprendre une et puis après on va enchaîner sur un deuxième épisode. 2012, départ en Nouvelle-Calédonie. Finalement, c'est ta première expérience un peu initiatique, tu as 18 ans, tu rates ton bac pour aller voyager. Voilà commence quelque part ta façon de prendre ton indépendance. C'est ça. La deuxième grande date dans ta vie, tu m'as indiqué que c'était 2016 et tu m'as juste dit que c'était l'année du premier concept. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que, petite anecdote, mon bac, je l'ai quand même eu. Donc je l'ai foiré là, quand j'étais au lycée, mais je l'ai quand même eu parce que je me suis dit, mais moi j'ai envie de reprendre un peu les études, j'ai envie d'avoir mon bac, j'ai pas envie que ça me ferme les portes. Donc j'étais passé faire un DEAU-B, donc c'est une équivalence bac pour entrer dans le cursus scientifique. Sauf que la classe avec laquelle j'étais, il y avait une nana qui était un peu handicapée, et en fait tout le monde se foutait de sa gueule. Dès qu'elle prenait la parole. Et en fait, ce manque de considération et de conciliance et de patience, pas oublier que moi j'ai été élevé avec des parents qui sont infirmiers, donc des gens dans le besoin ou des gens qui fonctionnent un peu différemment ou qui ont des besoins particuliers, on nous a très tôt appris à les considérer comme des égales et à comprendre aussi qu'il y avait des comportements pas adaptés. Enfin, en fait, c'est juste une façon de penser, c'est juste, ça ne devrait même pas te traverser l'esprit. Et en fait, ça m'a tellement saoulé que je me suis dit, non mais je suis dans une classe de connards. Je suis vraiment dans une classe de connards, je passe pas une année là-dedans. Donc en fait, je suis reparti passer mon bac en candidat libre. Je suis allé à la maison des examens, je leur ai dit, je veux repasser mon bac, vous m'inscrivez. Ils m'ont dit, ok, tenez monsieur, bon courage. J'ai passé l'année, je suis allé faire la manche à la sortie des lycées avec tous les jeunes. Là. Je leur disais, écoutez, filez-moi vos cours s'il vous plaît, j'ai besoin je passe mon bac. Mais vraiment, j'étais là, je dis, je passe mon bac à la fin de l'année, j'ai pas les cours, il y a rien, j'ai pas envie de passer par le CNED, ça coûte une blinde. Donnez-moi vos cours s'il vous plaît. Donc j'ai réussi à rattraper le programme comme ça, j'ai lu les annales aussi. Donc vraiment, j'ai eu mon bac avec mention. Un bac quoi ? Littéraire. Littéraire. Ah ouais, moi, intéressant. 14 ans de philo, moi j'adore la philo. Donc 2016-2017, en parallèle de mes études, j'ai travaillé à mi-temps dans les écoles, en tant qu'éduc-spé ou assistant de vie scolaire ou surveillant, tu vois, à mi-temps. Et c'est vrai qu'il y a eu tout ce move avec Norman fait des vidéos, Cyprien, donc c'était un petit peu l'époque où les youtubeurs ou YouTube explosaient. C'était un peu ça. Donc moi, pour rire, vraiment pour rire, je me suis dit, tiens, ce serait marrant que moi j'ai une petite chaîne YouTube, tu vois. Donc, mais ça avait rien à voir avec les animaux. Ma toute première vidéo, c'était sur ma coupe de cheveux. C'était sur le... Non mais c'est vrai, il fallait faire un test. Je revenais de chez le coiffeur. Et en fait, elle m'avait complètement raté. Mais raté comme jamais, tu vois. Donc ça tombait bien et je me suis dit, ok, vas-y, tu sais quoi, je suis sûr que ça m'arrive pas qu'à moi. Donc je vais faire un espèce de podcast vidéo, tu sais, en mode... ça vous est jamais arrivé, vous revenez chez le coiffeur et en fait, ça vous plaît jamais. Et vous pétez un câble et en fait, ça vous plaît que 10 jours plus tard, tu vois. Et du coup, j'ai fait mon premier sujet là-dessus. Donc j'ai fait mes premiers montages, j'ai touché pour la première fois au réglage des sons, au réglage des images, et donc j'ai fait ma première vidéo. Donc c'est l'idée du premier concept de vidéo, 2016, première vidéo. C'est un an après, en 2017, qui est la deuxième grande date, où là j'ai quitté l'école élémentaire du Sacré-Cœur à Ablon. Donc j'ai terminé mon contrat pour aller me relancer avec les animaux, forcément. Sauf que tous les enfants, c'est important que vous sachiez ça, parce que c'est la création de la chaîne YouTube. C'est le pourquoi, c'est la démarche, c'est pourquoi, l'élément déclencheur de ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des documentaires sur Ushuaïa, tu vois. Alors, cette chaîne YouTube, on va quand même dire son nom, c'est Animaux Mode d'Emploi. C'est Animaux Mode d'Emploi. Et ça a toujours été Animaux Mode d'Emploi depuis 2017. Exact. Et je t'avoue que c'est un titre que je trouve bizarre. Et il est bizarre. Hein. Et j'aimerais bien que tu me l'explicites parce que tu te souviens, j'ai un petit problème avec ce titre, mais force est de constater son succès parce que tu vois, mode d'emploi c'est pour un objet. Pour une machine. Pour une machine. Alors que tu vois, même moi par exemple, quand France Culture m'a dit que le titre de l'émission, ça serait Mécanique du vivant, je suis devenu vert et je me suis battu pour le changer, mais on n'a pas pu parce que c'était le nom d'une toute une franchise, etc. Je te passe les détails, donc j'ai pas pu choisir le titre. Mais c'est juste pour dire que tu vois, c'est du même tonneau. Donc, Animaux Mode d'Emploi, avant que tu répondes, quand on combine ça avec le fait que un des reproches qu'on te fait, en tout cas que moi je te fais, et je te le fais avec toute l'amitié, c'est que justement tu t'arrêtes pas de tripoter des animaux, de te mettre en scène avec le gros serpent sur toi dans la boue et des trucs comme ça. Et donc tu vois, il y a ce côté un peu tripoteur, que d'ailleurs j'ai mis dans la préface que tu m'as gentiment offert de faire pour le 3e tome, on va le dire maintenant, de ton beau livre qui s'appelle Prospérité. On est au début de l'été
2025, à la rentrée, là, en septembre, va sortir. Il sera sorti quand les gens écouteront ce qu'on est en train de dire maintenant. Cette belle collection là, que tu fais. Avec quelle maison d'édition ? Odyssée Édition. Avec Odyssée Édition, Prospérité. Et j'ai l'honneur de préfacer le 3e tome sur les migales. J'ai appris 1000 choses dans ce bouquin avec des photos incroyables. On en reparlera en temps voulu si tu veux bien. Là, tu vois, c'est... Ah, mais tu vois, tu vois, rien que dans ce que tu dis, il y a un magnifique paradoxe. C'est tout ce que tu as appris sur les migales dans ce bouquin. Moi, j'aurais jamais pu le connaître ou le savoir si j'avais pas été tripoté. Tu vois ? Tripoté. Les Toi, migales. tripoté ? Les migales. Ah, si tu les avais pas Oui, tripotés. ouais, ouais, Pardon. ouais, non, ouais. mais tu sais, à l'heure de Bétarame Ouais, et c'est tout, vrai, c'est vrai, j'ai c'est pensé que... Non, mais si j'avais pas tripoté ces araignées, tu vois. Oui. En fait, c'est du détail. Oui. C'est une question que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est notre position dans le vivant. Notre positionnement en tant qu'être humain et l'éthique. J'ai pas la réponse parce que personne l'a. Je crois que personne n'a la réponse. Il y a des approches, il y a des méthodes, il y a des points de vue, il y a des prismes, il y a des traumas, il y a de la jalousie, de la frustration, de l'envie, il y a de l'amour. Et c'est quelque chose de très complexe. Est-ce que on voit aujourd'hui le vivant tel qu'il est, toi et moi, avec Bastien, parce qu'on est citoyen français, qu'on a grandi en France, qui est une institution académique naturaliste autant que l'Angleterre, donc qui est quand même le berceau du naturalisme mondial, hein, quand tu regardes les cartes toutes les données des premières descriptions. Je dirais occidental. Je veux pas trop Occidental, bien t'embêter. sûr. Oui, occidental. Mais voilà, on a un héritage très conséquent. Donc, est-ce que c'est parce que on a ça ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une perte radicale de 85% de la biodiversité sur le territoire français que du coup, on a une envie, dans la précipitation, de préserver tellement plus le vivant qu'on en vient même à mettre une séparation entre l'humain et le vivant, tu vois ? Non humain, ouais. Une vitre. Mais est-ce que cette vitre, elle n'est pas en train de nous éloigner encore plus ? Moi, quand je reçois des gens qui ont toujours observé des renards ou qui ont toujours observé des animaux, mais en fait qui savent rien dessus, et qui en fait, ça leur a surtout appris sur eux, mais pas sur l'animal en lui-même. Parce que c'est vrai que quand on observe, on apprend énormément sur nous aussi, quand on regarde un animal et qu'on va pas à l'interaction. Et paradoxalement, tu vois, l'un des animaux qui a probablement peut-être développé notre sens de l'amour du vivant a été l'une des plus grosses divergences éthiques de l'humanité, c'est le chien. C'est ce qu'on a fait avec le chien. On se voit pas faire la même chose avec des lions aujourd'hui, ou des pandas, ou n'importe quelle autre espèce. C'est-à-dire le fait qu'ils soient à nos côtés, C'est-à-dire dans nos maisons. Dans nos maisons actuellement, là, et qu'on ait pris un animal sauvage, le loup, et que pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, on l'ait façonné, transformé et modifié pour devenir le meilleur ami de l'homme. Tu vois ? Ouais. Et pourtant, on les aime. Et quel autre animal aujourd'hui aime son maître ou son référent, ou le membre de sa famille, plus que sa propre vie, qu'un chien ? Yvan, on s'approche de la fin de ce premier épisode et on va traiter tout ce dont tu as envie de parler, bien sûr. Et on reparlera de prospérité et du fait d'avoir écrit un livre si intéressant sur les migales. Et toi, tu justifies, tu revendiques le fait de les tripoter. Non, je revendique pas. Je revendique pas. Je suis juste perdu. Ah, C'est pas pareil. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. ok. Alors, on y reviendra en tout cas en temps voulu au moment de parler de ce bouquin au titre, pour le coup, qui m'intrigue aussi, Prospérité. C'est intéressant, vraiment, Mais on en reparlera en temps voulu. Là, je voudrais juste qu'on finisse cet épisode sur toi qui explicite, mais tu l'as peut-être déjà fait, ce titre que tu as choisi, Animaux mode d'emploi, Ah oui, voilà. qui fait partie de ces titres qui, vraiment, encore une fois, je te redis, je t'aime comme un frère. Pourquoi Animaux mode d'emploi ? Tu vois, c'est presque paradoxal. Ouais. Alors, en fait, quand j'étais éducateur spé ou assistant de vie scolaire, là, à ce moment-là, j'étais assistant de vie scolaire, avec des primaires, en 2017. Avec des primaires, et forcément, sur plusieurs mois, tu tisses des liens. Sur plusieurs mois, tu retiens les têtes des gamins, tu es attentif envers eux, t'écoutes leurs besoins, et puis surtout, quand t'aimes les animaux, t'essaies de leur faire aimer aussi. Et c'est vrai que j'ai eu une première révélation. Ça a été un jour dans la cour de récré, je les surveillais, et là, je vois une bande de gamins, une trentaine, hein, c'était quand même une trentaine. Donc ils ont entre 6 et 10 ans. Et tous terrorisés parce qu'il y avait un Lucanus cervus, Lucan cerf-volant. Lucan cerf-volant, par terre. Tous, il y en a qui étaient prêts, mais genre prêts à l'éclater. Et moi, forcément, j'interviens. Pour ceux qui ne situent pas, Lucan cerf-volant, c'est un des plus gros insectes qu'on a en France, qui a deux énormes protubérances sur le devant de la tête et qui, on dirait, des bois de serre. Pardon, je referme juste la parenthèse pour que chacun situe. C'est ça. Et il m'a fallu 1 minute pour changer les gamins, changer leur façon de voir. Ils sont passés de l'effroi à l'émerveillement en 1 minute, juste parce que je leur ai expliqué comment fonctionnait ce Lucan. Juste parce que je leur ai expliqué comment ça fonctionne en tant qu'organisme, en tant que machine biologique.
Et c'est là que je me suis dit, mais attends, moi, de tout ce que j'ai appris avec les animaux, de tout ce qu'on m'a appris, tout ce qu'on m'a enseigné, en fait, on nous apprend le comportement, on nous apprend des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on sait aujourd'hui avec les organismes et les macro-organismes, donc les organismes pluricellulaires, en ce qui me concerne, parce que je sais pas trop comment me comporter avec des bactéries, voilà ce qu'on peut faire. Que si, par exemple, on met la main de telle façon, eh ben, on va se faire mordre. Ou que si on bouge la tête, tu vois, de droite à gauche avec tel animal, eh ben, il va déployer sa collerette. Que si on recule face à un ours en le regardant, eh ben, il y a plus de chances de survie que de courir alors qu'il est dans notre dos. Tu vois, que si on caresse les ampoules de Lorenzini sur un requin, ça le fait rentrer en une espèce de stase électromagnétique. C'est du mode d'emploi tout ça. Oui. Moi, j'ai l'impression que au final, dans ce titre, mode d'emploi, j'ai l'impression que c'est un peu un mode d'emploi, enfin, notre mode d'emploi, sur comment nous on fonctionne en relation, voilà, comment on se comporte avec les animaux et le vivant en général. Je le vois plus comme ça le titre et pas plus un mode d'emploi sur le fonctionnement pur de l'animal. Oui, c'est ça. C'est comment se comporter en fait. C'est surtout quelle approche avoir. Et je trouve qu'il est hyper cynique parce que, d'une part, si tu veux, le titre il est né parce que j'ai dit que c'était un mode d'emploi aux gamins dans cette cour de récré. Tu vois, j'ai dit les gars, les enfants, c'est comme un mode d'emploi. Et en fait, ça a fait sens. Et après, je me suis dit, tiens, c'est hyper provocateur. Tu vois ? Voilà. Okay. Et c'est comme ça que c'est né. Et quand j'ai fait mon dernier jour et que j'ai quitté les enfants dans la cour de récré, que c'était mon dernier jour, donc sortie des cours 16h30, tous les gamins, ils étaient genre trop tristes que je parte. Moi, forcément, bah, je les aimais bien, tu vois, c'était trop cool, tu vois. J'espère que le petit Ilan, il a réussi à trouver son chemin et qu'il perd pas espoir et qu'il désespère pas. Et en fait, je leur ai fait une promesse à ces enfants. Ils m'ont dit, mais tu vas nous manquer. Qui c'est qui nous apprendra des trucs sur les animaux ? Tu vas nous manquer. Et je leur ai dit, mais c'est pas grave, vous savez ce que je vais faire ? Eh ben, je vais prendre mon téléphone et puis je vais faire des petites vidéos sur les petites bêtes et puis je vais les mettre sur YouTube. Comme ça, vous pourrez me voir n'importe où, tout le temps, et je serai toujours avec vous. Et c'est comme ça qu'est né Animaux Mode d'Emploi. C'est merveilleux. Un mot sur le Lucan. Deux petits éléments, c'est que sa femelle s'appelle la grande biche. On dit pas le cerf-volant pour sa femelle, on dit la grande biche. Et tu connais la petite biche ou pas, du coup ? Comment ? Le Dorcus. Dorcus parallelipedus. Il y a une petite biche. Une petite biche. Mais qui s'applique aussi pour le mâle ? Bah, c'est un lucanidé. Ouais. Donc pareil, un coléoptère. Et en fait, c'est... D'accord. Mais la grande biche, c'est bel et bien la femelle du Lucan cerf-volant, Lucanus cervus, qui devient très rare, qui peut atteindre 10 cm de long. Hein. C'est un énorme truc. C'est sans doute un de nos plus grands coléoptères, en tout cas français. Le Lucan, tu veux dire ? Le Lucan. Avec les mandibules. Hein. Oui. Ouais. Et voilà, qui est saproxylophage. C'est-à-dire que sa larve consomme du bois mort. C'est ça. Vit dans le bois mort. Juste un petit élément pour s'intéresser, pour ceux qui s'intéressent aux coléoptères. Eh bien écoute, Yvan, je te propose qu'on referme ce premier épisode sur ce beau Lucan. Je pense qu'on est déjà pas mal. On arrive finalement au seuil de ce qu'on a envie que tu nous racontes, de comment tu as construit ta vie, de jeune mec de 32 ans que je surnomme Indiana Jones et qui fait cette chaîne sublime Animaux d'Emploi. Aujourd'hui, tu écris des bouquins, tu fais des émissions de télé. On va raconter ça dans les prochains épisodes. D'ici là, prends soin de toi, Yvan. On se retrouve très vite. Salut. Salut Marc. Salut Bastien. Salut Marc, à la prochaine. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.